Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley. C'est l'histoire un peu de la plupart des écoles françaises ou franco-américaines du pays. L'histoire a commencé il y a une quinzaine d'années à peu près, dans la région, à l'initiative d'un petit groupe de francophiles. C'est le mot qui convient, qui n'étaient pas nécessairement des Français, mais vraiment des francophiles. Ils ont décidé d'hypothéquer leur maison pour servir de garantie à la création d'une école. C'est comme ça commencent les entreprises aux États-Unis. Et ça a commencé tout petit, avec 5 élèves, et puis ça a grandi un peu à la fois, et on est maintenant arrivé à une capacité complète d'une école accueillant des enfants de 3 ans à 10 ans, 11 ans, c'est-à-dire de la petite section de maternelle au CM2. Avec 150 élèves, à peu près, un peu moins, 145 élèves, qui est notre capacité maximale d'accueil. Voilà. C'était une progression classique, normale, avec l'évolution de l'économie de la vallée. Des moments un peu plus difficiles en 2001, un renouveau cette année. On est très lié à l'économie de la Silicon Valley, 90% des gens ici travaillent dans le secteur informatique. Voilà. Sinon, c'est une école, je ne pense pas, il faut m'arrêter. Parce que je vais Combien d'élèves par classe Alors, on a beaucoup de souplesse. On a des capacités maximales d'accueil de 24 élèves dans les petites classes et de 20 élèves dans les autres classes, la capacité maximale. Mais on a généralement la moyenne, si on veut faire une moyenne, c'est plutôt 12-13 élèves par classe, en moyenne. Mais ça veut dire qu'il peut y en avoir 24 en grande section de maternelle et 8 en CM2 cette année. Voilà. Il y a un effet pyramide très fort, comme dans toutes les écoles bilingues, puisque on ne peut plus prendre dans cette école d'enfants qui ne parlent pas français après le CP, après l'âge de 6-7 ans, et donc les départs, les retours en France, malheureusement, il y en a, ne sont pas compensés par des arrivées sur place. Donc il y a un effet pyramide qui est celui de toutes les écoles bilingues, mais qui est intégré dans l'économie globale de l'école. Et après le CM2, où vont les enfants? Où ils veulent. Je veux dire, c'est le choix des parents. Alors, c'est l'objectif de l'école. L'objectif de l'école, c'est de permettre à toutes les familles d'aller dans l'école de leur choix. Et il y a autant de diversité d'orientation qu'il y a de diversité d'écoles dans ce pays. Donc, bien évidemment, il y a des enfants qui continuent dans les filières bilingues. Je pense qu'il y a des enfants qui vont à l'école franco-américaine, l'école de la péninsule qui est à Palo Alto, ou même à La Pérouse, on en a eu aussi. Ça représente un nombre relativement important, ça dépend des années, un tiers, la moitié parfois même. Des enfants qui continuent dans le système local, dans le système éducatif américain. On a un excellent school district ici à Cupertino, public. Des élèves qui vont dans des écoles privées différentes, des enfants qui font du homeschooling. J'ai eu des enfants qui sont dans des écoles spécialisées avec des dominantes sportives ou philosophiques ou religieuses. Vraiment, on a la diversité du public américain. Ce qui est important de savoir, c'est que ça m'intéresse bien, c'est que ce n'est pas lié à leur langue d'origine. C'est-à-dire qu'on a plein d'Américains non anglophones qui inscrivent leurs enfants en école française après. Et on a également plein de Français qui choisissent le système éducatif américain. Donc c'est ça l'objectif de l'école, c'est laisser tous les champs possibles. Bon, très honnêtement, quand ils continuent dans une autre école bilingue, ça me fait plaisir, parce que j'y crois, puisque je suis le directeur. Mais en même temps, on prépare les enfants à tous les jours qu'on est vraiment une école franco-américaine. C'est-à-dire qu'on est vraiment une école française, et on est vraiment une école américaine. Il y a les deux cursus, et pas seulement les deux langues. Les maths sont enseignées en anglais aussi. Voilà un exemple concret. C'est-à-dire que les enfants passent les examens ou les tests d'évaluation des deux systèmes. Concrètement, en CM2, donc pour les enfants qui ont 10 ans, 50% de l'enseignement est en anglais, 50% est en français. D'accord ? Donc on y arrive progressivement. On commence avec beaucoup de français, et puis on va progressivement. Ça fonctionne bien. Ça suppose beaucoup de travail des enseignants. Ça suppose beaucoup de compétences. Ça suppose beaucoup de coordination, de dialogue, de mise en commun des enseignants français titulaires de l'éducation nationale, enfin professionnels pour le programme français, et des enseignants anglophones, je dirais, américains,
pour la partie américaine du programme qui ont leur propre certification locale. Mais de manière plus générale, ce que je dirais, c'est qu'on cherche des enseignants, de bons enseignants, francophones, professionnels. On a eu dans le passé des Québécois, des Belges, des Suisses. Et du côté américain, il y a 2 Anglaises qui enseignent l'histoire de la Révolution américaine, c'est amusant. Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley. Beaucoup viennent de France, beaucoup sont déjà sur place, surtout en ce moment. J'espère que ça va durer. Il y a un petit renouveau là dans l'économie de la vallée, et on a beaucoup les gens de l'informatique comprennent ce que ça veut dire. J'ai beaucoup de J2, de L2 pardon. Je veux dire par là des épouses qui accompagnent le mari ingénieur en informatique et qui sont professeurs des écoles. Cette année j'en ai recruté 3 comme ça. Et qui ont des enfants à l'école, c'est pas idéal. Mais sinon, je vais en France où les enfants faire du recrutement. Bien sûr, comme l'école est homologuée par la France, c'est facile, puisque les enseignants français titulaires, lorsqu'ils viennent ici, ne perdent pas complètement tous leurs avantages de carrière. Hein. C'est-à-dire qu'ils continuent à exister quelque part dans la grande machine française. Donc c'est assez facile. Et la vallée est très attractive. Je reçois des centaines de CV. Notre école est homologuée, c'est-à-dire les programmes sont garantis par la France, mais nous n'avons pas de convention. Avec la France, il n'y en a pratiquement aucun établissement américain à part la Pérouse. Ça veut dire que les enseignants sont recrutés par l'école, payés par l'école, y compris l'assurance santé, etc. etc. D'accord ? Mais comme l'école est homologuée, c'est comme s'ils étaient dans une école française. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne et ce qui rend le recrutement facile. Après, c'est les procédures habituelles du recrutement qu'un recruteur, un chef d'entreprise fait auprès de candidats potentiels. On essaie de trouver le meilleur. Celui qui est le plus motivé, c'est à l'expatriation, celui qui a le plus de compétences, celui qui a le plus d'ouverture d'esprit, celui qui est prêt à remettre en question ses pratiques pédagogiques dans un nouvel environnement. Puis c'est pas si facile que ça pour les enseignants français parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se vendre. Ça se fait pas quand on est fonctionnaire. Même écrire un CV dans la fonction publique, c'est pas comme ça que fonctionne le recrutement. Donc c'est intéressant. Au niveau salaire, c'est compétitif On essaie de l'être, ça l'est jamais. Hein. Je dis, il faut être très réaliste, c'est le monde de l'enseignement. Hein. Je dis souvent, c'est un métier à temps plein avec un salaire à temps partiel. Ouais. Mais je veux dire, c'est compétitif. On doit l'être. Sinon, ils vont ailleurs. Hein. Donc, on est compétitif. On fait partie d'associations. Hein. Une grosse association de Californie d'écoles indépendantes qui nous permet d'avoir accès à de nombreux documents statistiques. Qui nous permet de connaître les grandes évolutions des fourchettes de salaire et donc de s'y coller parce que sinon la concurrence est là, ils vont ailleurs tout simplement. Mais je crois qu'on offre en particulier, ça c'est grâce aux bornes, on offre en particulier un très très bon benefit package comme on dit. Ça devient rare. Et ça c'est essentiel ici, c'est essentiel. Donc je pense qu'on est compétitif, mais en même temps les salaires du monde de l'enseignement ne sont en rien comparables des salaires de l'industrie privée dans ce pays. Les fourchettes de salaire en Californie je dirais, elles sont chez nous, un enseignant, disons, qualifié débutant, dans ce coin-ci de Californie, ça tourne autour de $40 000 par an, pas plus. Hein. Et puis un enseignant qualifié de fin de carrière, ça double un peu plus la mise. Ça vous donne un ordre de grandeur. Ouais. Ça peut être beaucoup moins dans une autre ville, parce que le niveau de vie est moins cher. Ça, c'est vraiment un titre d'information. Hein. Ça peut être beaucoup plus. Et puis, nous sommes une école privée. Et avec le conseil d'administration, le board, comme on dit, de l'école, on a décidé de ne pas justement faire de grille de salaire. Du genre, c'est plus 2 ans égale plus 2%, mais de vraiment travailler de manière plus professionnelle, c'est-à-dire d'essentiellement d'évaluer les compétences, les performances de manière objective et de mesurer également l'implication des enseignants dans leur vie professionnelle par leur formation permanente. Et c'est très efficace.
Alors oui, malheureusement, heureusement pour les Français, malheureusement pour les non-Français, il existe un système de bourses qui est géré localement au Consulat général de France à San Francisco, des bourses qui sont offertes par une agence française qui s'appelle l'Agence d'enseignement français à l'étranger. Les parents remplissent des dossiers, je veux dire c'est à la française, hein. On remplit des dossiers, ça dépend du nombre d'enfants, du revenu, de la maison, des blabla. Ça passe en commission tout à fait à la française, avec des représentants des syndicats, des chefs d'établissement. C'est très sérieux. Et puis, basé sur les revenus, hein, et si ça rentre dans la tranche des revenus, les parents peuvent bénéficier d'une bourse qui peut aller de 10% à 100% des frais de scolarité. Dans notre école, nous avons relativement peu de boursiers, tant mieux. Bah, je veux dire, ça signifie que les parents sont dans des situations financières qui ne sont pas trop difficiles. Dans d'autres établissements, c'est assez caractéristique de la Silicon Valley aussi. Hein. Dans d'autres établissements, il y a peut-être plus de diversité socio-économique des familles, et donc il y a plus de boursiers. Bien évidemment, tous les parents et les élus des Français de l'étranger réclament auprès du gouvernement français davantage d'aide et davantage de bourses. Et moi, en tant que chef d'établissement, bien évidemment, c'est mon rôle également, hein, tout en ayant quand même le souci du contribuable français. Mais tout à fait honnêtement, c'est vrai. Donc les classes moyennes, c'est un peu difficile, je pense, et ça c'est généralement vrai dans tous les systèmes, sans toujours les oublier, puisque les familles qui ont des revenus très confortables, le problème de la bourse ne se pose pas. Les familles qui ont des grosses difficultés ont une bourse qui peut être très généreuse, qui peut prendre, qui peut prendre la totalité des frais de scolarité. Quels sont les frais de scolarité? C'est dans la fourchette des écoles, on doit être à peu près à 13 000 $ par an ici, ce qui est beaucoup. J'en suis bien persuadé. On est plutôt dans la fourchette basse, hein, des frais de scolarité des écoles privées américaines. Mais 13 000 $ par an, c'est le coût réel d'une école privée à but non lucratif, hein, non-profit. Le taux d'encadrement est énorme ici. Hein, je veux dire, on n'a pas d'administration, on a une administration plus petite. Mais on a le ratio, c'est un enseignant pour 8 élèves. On double les équipes avec un programme bilingue. Donc, et on n'a pas de piscine, hein, je veux dire, c'est tout à fait modeste, mais l'école, c'est cher. C'est du personnel, des assurances, c'est un coût réel. Les livres et tout ça, c'est raisonnable. Les écoles françaises homologuées ne reçoivent pas de subventions directes. On reçoit une aide indirecte, j'ai envie de dire, c'est essentiellement une aide en formation professionnelle des enseignants, ce qui est tout à fait appréciable, je dois le reconnaître. Il y a des stages de l'État qui organise, par l'intermédiaire de l'ambassade à Washington, du service d'établissement français, blablabla, des stages. Alors il y en a sur place, il y en a à San Francisco, il y en a à San Francisco, il y en a à Montréal, il y en a à Washington, qui sont excellents d'ailleurs, et auxquels on envoie des enseignants de cette école. Donc c'est une offre de formation, ce qui est tout à fait appréciable. Et également de l'expertise, j'ai envie de dire, hein, l'inspecteur. Donc même si les fonctions ont changé, tout le monde sait ce que ça veut dire quand on est en France, vient. Ou des conseillers pédagogiques viennent pour observer les classes, aider les enseignants. Voilà à peu près. Mais disons qu'il n'y a pas d'apport concret financier, sinon les bourses aux parents. On ne reçoit pas un chèque, ils ne payent pas le loyer. Dans ce type d'établissement. Il y a d'autres types d'établissements où ce n'est pas le cas. Mais enfin, la coopération entre la France et la Californie, ça ne peut pas être la même qu'entre la France et Madagascar. Il faut être honnête. L'école n'a pas toujours été ici, elle a été de l'autre côté de l'autoroute. Bon, maintenant, c'est bien, on est stabilisé depuis déjà assez longtemps. Ça fait 8 ans que je suis ici, elle était là déjà depuis 2 ans. Donc au moins une dizaine d'années que l'école est sur ce site. Ce sont des locaux qui appartiennent à l'État. Hein, donc au district scolaire de Cupertino. Le district scolaire de Cupertino n'a pas l'usage de ce campus. Il est trop petit, il est trop ancien, c'est leur problème. Il est dans un quartier qui ne correspond pas à leur stratégie de développement. Et puis ils ont besoin d'argent, un loyer élevé et toujours intéressant. Et donc on a un contrat avec eux, un lease, et pour des raisons historiques, on partage le campus avec d'autres établissements. Il y a une garderie d'enfants assez grande et une petite école Montessori à côté de nous, qui était là avant nous. Alors on aimerait bien évidemment s'étendre, mais je pense qu'ils ont également le même objet. On s'entend bien. On a même de bonnes relations, puisqu'il y a des parents qui en profitent pour mettre les enfants. C'est bien pratique pour une école d'avoir une garderie à côté. Les vacances scolaires, il y a une offre de service qui est faite sur vraiment la porte à côté. Donc voilà.
Et donc on loue le terrain, on a d'excellentes relations avec le district scolaire qui nous aide beaucoup, pas seulement parce qu'il nous paye un loyer. Il nous a beaucoup aidé, par exemple, pour construire ce bâtiment-ci dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est nouveau. C'est tout nouveau. Donc nous sommes propriétaires, mais dont le terrain est loué au district scolaire. C'est à l'État. L'État ne peut pas vendre un bout de terrain, donc on le loue. Et ça n'a pas été simple, parce que c'est un peu complexe d'un point de vue technique. C'était assez amusant, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur fédéral / comment dirais-je, État, puisque le terrain est un terrain de l'État de Californie, mais il est sur la ville de Sunnyvale. Donc qui délivre le permis de construire? C'était 2 ans. Finalement, on l'a obtenu grâce vraiment au soutien du district, et donc on est chez nous. Alors c'est très modeste, hein. Il y a un petit bâtiment, une petite salle ici qui sert de salle de réunion et de bureau, la bibliothèque et le laboratoire informatique. C'était indispensable. Ça nous a permis d'avoir un peu d'air. Et puis on a un bon accord avec le district, c'est-à-dire que si un jour on souhaitait partir pour acheter autre chose ou pour trouver un campus plus grand, soit on emmène la maison avec nous, ce qui est possible, hein, c'est fait pour ça, soit le district nous la rachète au prix réel. Je crois que c'est un bon accord. C'est très bien de louer un district scolaire, parce qu'on profite également. Il y avait un monsieur là qui est en train de nettoyer dehors quand vous êtes arrivé, c'est un employé du district scolaire. Toute la sécurité, nous sommes sous le chapeau de tous les organismes du district scolaire. Par exemple, 911, j'ai reçu immédiatement sur tous les fax de l'école les procédures d'urgence. On fait partie du chapeau général, et je me sens bien. On a le board de conseil d'administration et de gestion très prudente, on dit que en français m'échappe, prudente, c'est ça, conservative, je sais pas comment, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je suis resté ici trop longtemps, et donc un petit peu comme, tu sais, petite souris quoi, qui garde ses grains de blé, et donc pour le bâtiment lui-même, l'achat du bâtiment, on avait des sous, en gros. Ça alerte rien, même si c'est du préfabriqué, c'est pas donné. Hein. Et puis on a voulu quelque chose de bien quand même. Et donc on a pu acheter le bâtiment sans recourir à l'emprunt. Bon, c'est quand même très modeste, hein, je veux dire, c'est un bâtiment. Donc ça allait très bien. Mais on a demandé aux parents d'élèves de le remplir. C'est-à-dire que les parents d'élèves, dans les années précédentes et cette année, ont fait un effort important d'aide financière et ont permis d'équiper le bâtiment. C'est-à-dire, c'est pas rien, un laboratoire informatique complet, et vous le verrez, je crois qu'il y a des entreprises qui n'en ont pas un identique. Il est pour les spécialistes wireless and digital cable. Ensuite, il est une bibliothèque qui est un très désordonné, parce que nous avons d'un côté les étagères, de l'autre côté les livres, et le troisième l'ordinateur, on n'en avait pas avant. Et donc maintenant on va mettre tout ça ensemble, ça va être le grand chantier de l'année. Nous avons acheté tous les livres français recommandés par le ministère de l'Éducation nationale pour une bibliothèque d'enfants de 3 à 6 ans. Donc ça fait pas beaucoup en rayon, mais en poids et en coût en euros, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Et puis, ça, c'était les parents d'élèves. Hein. Les parents d'élèves ont vraiment été... c'est grâce à eux qu'il n'y a pas seulement une grosse boîte vide, mais qu'il y a des choses pour les enfants dedans. Je pense qu'il faudrait sans doute... Il y a une étape intermédiaire, peut-être. L'étape intermédiaire, c'est l'allocation, la possibilité d'avoir plus de salles de classe pour avoir une base d'élèves plus grande, peut-être, hein, je dis bien, avant de vraiment se lancer dans un grand campus, même si le prix, comme vous le savez, hein, même s'il y a une crise, le prix d'achat des bâtiments industriels est délirant dans la région, et le prix de mise aux normes pour une école est également très important, donc on est prudent. On a la chance d'être des locataires à peu près heureux, donc il n'y a pas d'urgence, mais évidemment ça fait partie des objectifs à moyen terme, bien sûr. Il n'est pas très loin d'ici, qui offre un programme complet à partir de la 6e, un double programme même, et donc ce n'est pas comme si après le CM2 chez nous, il n'y avait plus rien. Les enfants ici scolarisés, est-ce qu'ils sont français, majorité? Oh, j'ai des détails, j'ai des statistiques extrêmement précises, je ne vais pas vous embêter avec ça. On a la même population que toutes les écoles du coin, c'est-à-dire que c'est une énorme diversité. En termes de nationalité, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pratiquement personne qui est mononational. D'abord, il y a tous les Français qui naissent ici, qui sont donc par définition américains, donc ça
trouble. Disons qu'on a 60% des enfants de cette école ont un passeport français, 60% des enfants de cette école ont un passeport américain, et 40% de ces enfants de cette école ont un autre passeport, voire un quatrième. Bon, c'est juste en termes de passeport, hein. C'est tout à fait caractéristique de la région. En termes de langue, on a une école très française quand même, hein. Je le dis sans ironie, hein, mais je veux dire, c'est assez étonnant. À Palo Alto, moins, mais je crois que c'est le bassin d'emploi local. C'est vrai que, par exemple, on a plus de 50% d'enfants qui sont français, c'est-à-dire ayant des parents français ou francophones à la maison. Ce qui est étonnant, c'est beaucoup pour la plupart, pour le bassin. Je dirais évidemment, je sais pas, des villes comme Portland, on tombe à 10. Mais ici, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ce qui est très utile pour l'immersion en français des petits Américains, parce que ça parle français dans la classe. Et puis on a 50% d'Américains et 30% de 30, je sais pas combien de nationalités et langues origines. Donc on a beaucoup de francophones, beaucoup de bilingues aussi. Beaucoup d'enfants qui arrivent bilingues, y compris des enfants dont les deux parents sont francophones. Il suffit d'avoir mis son enfant à la crèche pendant quelques temps, et voilà. Donc c'est facile. Quelles sont vos relations avec les autres écoles francophones, franco-américaines, à la fois de Californie et peut-être du reste des États-Unis? Oui, alors c'est un réseau très structuré, hein. Les écoles sont indépendantes les unes des autres, j'entends par là financièrement, conseil d'administration, etc. Mais évidemment, elles ont en commun je veux dire, un programme, des enseignants, etc. etc. Et puis surtout des relations institutionnelles, hein, puisque ce sont des établissements homologués, et également nous sommes structurés en association. Donc il y a des rencontres formelles, par exemple, c'est traditionnellement au mois de décembre à l'ambassade à Washington, cette année exceptionnellement ça sera à la Nouvelle-Orléans pour des raisons évidentes, enfin, je veux dire, le geste, le signe, sous la présence de monsieur l'ambassadeur, vous voyez, l'inspecteur général, vraiment la France qui vient en tant qu'institution animer 4 jours de travaux pour tous les directeurs des écoles d'Amérique du Nord, y compris Canada-Québec. Ça doit représenter une 60aine d'établissements. Et puis ensuite, il y a également, parallèlement à ces relations institutionnelles, on se voit, bien sûr, il y a une association des écoles françaises d'Amérique du Nord, dont la fonction est un petit peu différente, qui organise également des séminaires annuels, où on rassemble, je sais pas quoi, les responsables du budget, pour s'échanger et puis ensuite, au niveau local, évidemment, les établissements de la baie. Bon, je connais les directeurs depuis tout le temps, quoi. Et donc, on travaille ensemble. C'est un peu difficile pour ici, parce ça a l'air de rien, mais on est loin. Je veux dire, je dirais pas que c'est la Californie du Sud, ça ferait hurler beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de participer à des animations qui ont lieu à San Francisco, par exemple, parce que ça fait quand même un sacré bout. Mais on le fait volontiers. D'accord. Alors là, ça c'est quelque chose qui est une initiative des parents d'élèves qui est géniale et dans lequel je n'ai absolument rien fait. Je dis, voilà, c'est tout. Je soutiens, je signe, tout ça, mais vraiment, je n'aurai pas le temps. Ça, je veux renvoyer à Stéphanie et à Jemaine, qui est à Shanghai, mais qui va revenir bientôt pour ça, qui ont pris cette initiative et qui est vraiment formidable. L'idée, je vous m'arrête, parce que moi, je pense que c'était surtout la volonté de l'école de faire quelque chose pour la communauté. C'est pas une blague, hein. Si c'est un fundraiser, c'est bien. C'est mieux. C'est quand même un objectif aussi. Mais c'était surtout ça, c'était se faire connaître. On est dans un beau parc. Il y a un intérêt. On a des bonnes relations avec le district, avec la mairie. Mettre ensemble les associations du coin, afficher notre identité. On n'est pas assez connus localement, on n'est pas là depuis longtemps. 8 ans. Oui, sur le site, c'est pas beaucoup. Donc simplement montrer qu'on existe, qu'on a une identité, qu'on est là, qu'on apporte à la communauté. Et puis si en plus ça permet à l'école d'avoir un peu de quelques rentrées d'argent pour équiper davantage d'autres, ça c'est bien. Donc c'est vraiment ça l'idée. On a parlé des relations avec des autres écoles franco-américaines ou françaises, avec les écoles américaines. Alors, on ne sait rien d'original, hein, c'est exactement comme les autres écoles franco-américaines. Nous avons
nous faisons partie d'une association aussi, l'association des écoles indépendantes de Californie, qui sont de très très bonne qualité, et donc on bénéficie exactement comme pour l'association des écoles françaises des stages de formation continue, de leur expertise, ils viennent nous évaluer, de leurs conseils, enfin je veux dire c'est très très bien organisé. On a des relations tout le temps. On a eu récemment la visite de la directrice d'une école américaine du coin de Los Gatos qui est venue ici pendant une journée pour faire une évaluation sur place. La formation continue de nos enseignants américains et français est assurée par des chercheurs de Stanford University, du Serra Center, du centre d'éducation avec lequel on a de bonnes relations. On a dans notre conseil d'administration des gens qui viennent du système éducatif américain, Hélène Chan pour ne pas la nommer. Enfin bref, oui, on est complètement inscrit dans le paysage local. Hein. Comment dirais-je, oui, bon, Margaret Dyer, par exemple, qui est la responsable du département des langues du monde, comme on dit aujourd'hui, du district scolaire de San Francisco Unified School District, chose comme ça, et puis qui est également la responsable du siège des langues étrangères éducatives Bafford de Stanford, et ici va être toute l'année notre experte pour la réécriture de notre programme américain. Donc on est vraiment très 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 sensible à ça. On pourrait l'être davantage, hein, mais c'est beaucoup. Hein, je veux dire, merci beaucoup. De rien. Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley.